Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler Dakar. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé lors de l'étape d'hier, l'étape de lundi. On le fait avec un petit peu de retard et je m'en excuse. Mais hier, il y a eu pas mal de vidéos à faire. J'ai eu pas mal de trucs à côté aussi. Donc, j'ai commencé les enregistrements très tard. Pour tout vous dire, j'ai fini à 23h30 l'upload. Et donc, forcément, la vidéo du Dakar, c'était un petit peu compliqué de la faire. Donc, j'ai fait l'Arkea, j'ai fait notamment le Tour de Nander, la présentation du Tour de Nander, et c'est le Dakar qui est un petit peu passé à l'eau. Donc aujourd'hui, on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur l'étape d'hier. On parlera du classement général. Et puis ce soir, vous aurez une deuxième vidéo qui sera sur l'étape de mardi, tout simplement. Aujourd'hui, c'est deux pierres deux coups. C'est vraiment une journée où il va y avoir plein de vidéos sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0, c'est sur la plateforme de podcast, TikTok, le début des compétitions en direct, notamment des compétitions de biathlon. Et puis, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Et on commence tout de suite avec cette étape. Étape qui était compliquée, beaucoup de navigation qui n'était vraiment pas évidente. Il y a beaucoup de concurrents qui se sont fait avoir au niveau de la navigation. Et puis, comme c'était une étape difficile, cette étape numéro 8, il y a eu aussi pas mal d'abandons. On sent que déjà les pilotes sont fatigués, mais que les machines également se fatiguaient. En auto, beaucoup d'abandons, notamment Ignacio Casale, ça c'est du côté des SSV, du X-Red Yamaha Support Team qui a abandonné. Bon, il avait perdu pas mal de temps. Il y a un deuxième véhicule de cette équipe qui a perdu, qui a abandonné également, c'est Filippo Ippolito. Freddy Fast également qui était avec Can-Am a abandonné. On a également le Rally Raid Estonia et Heini de Klerk, donc Urvo Menama et Ernie de Klerk qui ont abandonné. Sergi Brugge également a abandonné, comme Fast Freddy, donc sur le Can-Am. Ronald Van Nederpelt également dans cette catégorie T3 et Van Kluven en Challenger. Et puis dans la catégorie SSV, abandon du Berrichon, Claude Fournier avec Serge Gounon, la voiture en flamme, tout simplement, la voiture a cramé. Ils ont aussi à sortir, pas de soucis physiques pour les deux, mais forcément pour leur Can-Am chez MMP, eh bien c'est l'abandon. C'est dommage, c'était son 5e Dakar à Claude Fournier. Et il les avait tous finis jusqu'à maintenant. Oscar Bravo Garcia également abandonné, comme José Mata Rubiero. Et un camion encore, un camion X-Rally, Paul Arteaga Rodriguez, avec José Pardo Benito et Rordi Esteve Oro. En classique également d'abandon, Marcel Quiros sur BSX Motorsport. Le départ a même été refusé, donc je pense que il y a eu soit trop de modifications sur le véhicule, soit le départ était trop tardif. Et donc l'organisation a décidé que c'était trop dangereux de les laisser partir. Et puis en moto, Simon Marchik a abandonné avec Francisco Arredondo, Jaromir Romenchik, Zhao Onji et Gwen Bax. Également, ces concurrents-là ont abandonné. Donc pas mal d'abandons pour cette 8e étape, encore une fois, qui était très difficile. On regarde tout de suite le classement de la journée avec donc cette victoire de Kevin Benavidez devant Luciano. Donc le duo Benavidez qui a été très performant sur cette étape numéro 8. Kevin devant Luciano, ça fait du bien quand même pour le team KTM, pour l'organisation KTM qui jusqu'à maintenant a quand même du mal un petit peu à jouer avec les Honda et avec la Hero de Rosbrange. C'est vrai qu'ils sont à une trentaine de minutes au général. Soit ils arrivent à faire un grand coup sur les dernières étapes, soit ils auront du mal à avoir un concurrent sur le podium. On retrouve derrière donc Luciano Benavides, son frère. Ça fait du bien pour la famille Benavides, pour les deux pilotes. 3e, Adrien Van Beveren, qui était un petit peu énervé à l'arrivée de la spéciale parce que il a dû jouer un petit peu au niveau du résultat. C'est-à-dire que il a attendu 3 minutes à la fin de la spéciale pour perdre du temps volontairement pour pas partir dans les premiers.
Sauf que bah, il n'a pas suffisamment été bon dans ce domaine-là parce qu'Ignacio Cornero a fini derrière lui, Toby Price aussi, et puis surtout Brabec et Brench ont fini 7 et 8. Et quand tu vois, bah, il aurait fallu plutôt attendre 5 minutes, ça aurait été un peu mieux pour le pilote français. Donc c'est vrai qu'il était un peu en colère, un peu dépité aussi en se disant bah, j'ai peut-être perdu les chances d'aller chercher un Dakar. Parce que voilà, j'aurais pu en plus chercher une victoire de spécial aujourd'hui parce que j'étais bien. Et il aurait peut-être fallu faire ça en se disant bah, je me suis peut-être un peu raté tactiquement aujourd'hui. Et surtout, bah, Adrien Van Beveren, il n'aime pas trop faire ce genre de choses. Donc c'est peut-être ça également qui l'a énervé. Donc Van Beveren 3e devant José Ignacio Nacho Cornero 4e sur Honda, encore 2 Honda dans le top 5, même si Toby Price finit 5e avec sa KTM devant Rui Gonçalves, 6e avec la Sherco. Là encore ça va faire du bien chez Sherco parce que c'est vrai que bah, on ne s'attendait pas à être autant en difficulté, ça fait plusieurs Dakar d'affilée. C'est vrai que pour le moment l'Arabie Saoudite a assez peu réussi à Sherco, il faut bien le dire. Ça fait plusieurs Dakar que c'est un petit peu compliqué pour l'équipe française. Donc devant Ricky Brabec, Ross Branch, Daniel Sanders qui vit un Dakar pas foufou sur sa gaz-gaz. Alors bon, sans Sam Sunderland aussi, mais ouais, pas hyper satisfait, je pense, Daniel Sanders de son Dakar, il est un peu en retrait. Et puis Stefan Svitko, toujours là, avec son statut semi-privé, le Slovaque, toujours là, à 5,28 dans le top 10, devant Harit Noah, le premier Rallye 2. Pablo Quintanilla, lui, a perdu 10 minutes sur cette spéciale, donc pas top sur cette journée. Puis on voit donc du côté des youtubeurs, Charlie Epps 26e, belle étape, belle spéciale, il perd 2 minutes sur une pénalité, mais à 30 minutes c'est vraiment sa meilleure spéciale je pense depuis le début du Dakar. Et puis Benjamin Melo, lui, Melo, il veut dire Melo, j'ai appris, fini à 31 minutes. J'avais pas encore eu le temps de voir la vidéo avec France Piron. Ça m'a encore plus énervé sur France Piron parce que je me disais que bon, elle faisait la candine, mais bon, elle ne le savait pas des masses. Si, en fait, elle en a totalement conscience. Et je me dis, ça donne une mauvaise image encore des journalistes femmes dans le sport. Et je trouve que, bah, en fait, elle a le rôle un petit peu de plante verte. Et surtout, elle a le rôle de candide. Et je me dis toujours la question que devraient se poser certaines filles, c'est est-ce que on donnerait ce poste-là à un garçon? Est-ce qu'on donnerait ce rôle-là à un garçon? Je dirais que dans les médias, il faudrait que les filles se posent la question de temps en temps, parce que le rôle qu'a France Piron, il n'y a aucun garçon qui le ferait. Et on le proposerait même pas à un garçon. Ce rôle-là de mec un petit peu candide, qui pose des questions à la con, elle le dit, hein, après elle ne ment pas, hein, c'est ça qui est bien. Elle dit, elle a jamais vu, grosso modo, elle s'y connaît pas du tout au Dakar. Je pense qu'elle a jamais vu une édition du Dakar. Et je trouve ça impressionnant que l'équipe ait donné les commandes à une personne qui n'avait jamais vu le Dakar. Alors, ils n'auraient pas pu mettre Adrien Pavio, par exemple. Je trouve ça, mais d'une erreur monumentale, vraiment, de la part de la chaîne L'équipe. Mais bon, si l'équipe faisait pas des erreurs, ça serait pas rigolo. C'est quand même une chaîne qui a tendance à faire pas mal de bêtises, je trouve, sur ses droits sportifs de temps en temps. En rallye GP, on va regarder juste le classement général de l'étape. Et donc, du classement général, pardon. Pour le moment, c'est Ricky Brabec en ce lundi, encore une fois, on n'est pas mardi, qui est en tête devant Ross Branch, Nacho Cornero, Adrien Van Beveren. Et donc, 4e à 12 minutes. Le final se rapproche de plus en plus. Il va falloir cravacher. On sait qu'en moto, les écarts sont quand même assez réduits ces dernières années. Toby Price à 30 minutes. Par exemple, Benavides à 20 minutes. Puis on retrouve ensuite Sanders, Luciano à 40. Et puis Stefan Svitko à 1h11, qui fait quand même un beau Dakar, le coureur slovaque. On va regarder juste le général au scratch également rapidement pour vous donner juste Romain Dumontier, donc est 11e. C'est le premier Rallye 2. Tobias Epster est toujours le premier mal moto. Et du côté, encore une fois, des youtubeurs, eh bien, Benjamin Melo est 28e, Charlie Herbst est 31e pour le moment à 8h et Benjamin à 6h30. Ça va être compliqué quand même pour les concurrents d'aller le chercher. Il est qu'à 5 minutes de Dabrowski
et pas très loin également de Gonçalves hein, sur la Charcot, donc ça montre quand même le niveau aujourd'hui de ce pilote. La spéciale en rallye 2, pardon, aujourd'hui, eh bien la victoire de l'Indien sur Charcot, Harit Noah, là encore. Ça va faire du bien à la formation qui vit un Dakar qui n'est pas simple. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas à être en difficulté comme ça. Ils ont perdu Santolino très vite. Et c'est vrai que ça leur a donné un Dakar plus compliqué. Deuxième, mais encore une fois, belle performance de Jean-Loup Lepan qui prend la deuxième place à 1,25 juste devant Tony Mulek. Bradley Cox, quatrième. On voit la pointe de vitesse du pilote sud-africain. Un petit manque de régularité, mais une grosse pointe de vitesse devant Jacob Hagebright, Mathieu Dovez. Et puis Romain Dumontier, journée moyenne, 8,41 de perdu aujourd'hui pour le Français qui la veille avait fait quand même une belle spéciale. Au classement général, c'est toujours Romain Dumontier qui est en tête, mais Jean-Loup Lepan n'est qu'à 6 minutes 13, donc c'est vraiment rien pour le Français. Harit Noah est à 8,53 et 14,45 pour Tony Mulek et Bradley Cox à 20 minutes. Donc je dirais que ces 5 pilotes-là peuvent encore aller chercher la gagne dans cette catégorie. Donc il va y avoir encore un sacré match. Et on voit Tobias Epster est toujours 8ème de cette catégorie en étant mal moto. Du côté du classement de l'étape en quad, c'est pas une bonne journée pour Alexandre Giroux. Il s'est perdu le français tout simplement. Voilà, il a perdu la bonne trace. Et ce qui a profité à son adversaire Manuel Andouillard, l'Argentin qui reprend donc 5 minutes 06 aujourd'hui au classement général. Donc ça c'est plutôt une excellente journée pour l'Argentin. Alors qu'Alexandre Giroux, bah voilà, tout simplement il était un petit peu énervé parce que voilà, il s'est perdu, il n'a pas trouvé la bonne trace. C'était encore une fois une journée très dure en navigation. Sébastien Loeb s'est perdu, pas mal de pilotes ont fait des petites erreurs voilà, où ils avaient du mal à trouver les bonnes traces. Juraj Varga, 3ème, le champion du monde dans cette catégorie à 15,39. Cancius est 4ème et Kanopnikas sur le CF Moto à 40 minutes, ce qui est quand même impressionnant avec encore une fois un véhicule qui est largement 100 kg plus lourd que le véhicule de ses adversaires. C'est absolument pas un quad préparé pour la performance, on va dire. Il est fiable, mais c'est absolument pas un quad préparé pour la performance. Et puis Samuel Desbuissons, lui est 6ème dans cette spéciale et au classement général dans cette catégorie, c'est Andouillard qui est en tête avec désormais 11,26 d'avance dans ce duel, véritablement, car Juraj Varga est à 2h43 et Cancius à 4h26. Donc c'est vraiment le duel qui est lancé depuis quelques étapes entre Alexandre Giroux et Manuel Andouillard. Vu que Medeiros n'est plus dans le coup en ayant abandonné et en étant reparti, on va dire, en une sorte de rallye 2. On passe en original by Motul. Aujourd'hui, victoire de Tobias Epster, l'Autrichien, le débutant autrichien, toujours aussi performant. On rappelle, c'est le neveu de Hans Kinnigartner, le pilote qui était avant chez KTM, devant le Belge Jérôme Martini à 5,47 et puis Albert Martin Garcia, 3ème, 28 minutes devant Babicka, Jérémy Gerbert, 5ème devant Gueulé Meoni à 42 minutes. Il a un peu plus de mal, j'ai l'impression, Gueulé Meoni, sur les terrains rapides. Ce qu'on a vu dans les dunes, il avait fait vraiment des très très belles journées, l'Italien. Et au classement général, on se retrouve donc avec Tobias Epster en tête, avec 1h05 d'avance sur Jérôme Martini. Donc il arrive toujours à avoir cette heure-là d'avance. Et puis derrière, Albert Martin Garcia à 4h, David Babicka à 5h et Gueulé Meoni à 6h33. Mais qui va devoir faire attention à l'équatorien Juan Puga, qui n'est que 4 minutes derrière pour le moment. Forcément, dans cette page moto, on ne pouvait pas oublier la mort de Carles Falcon, donc, qui a été annoncé à la fin, vraiment aux alentours de 17h, 18h heure française, donc après que les concurrents soient arrivés. Ça rappelle, comme d'habitude, j'ai envie de dire, quand il y a un mort dans les sports mécaniques, ça rappelle que ça reste un sport dangereux, que ça reste un sport où on peut mourir, même si on aimerait que ça soit de moins en moins le cas. Ça rappelle également que le Dakar fait partie de ces disciplines des sports extrêmes et que quand tu t'engages sur le Dakar, tu sais également les risques que tu prends et tu sais que
c'est une possibilité qui peut arriver, même si ça arrive de moins en moins, ça arrive encore. Ça veut dire également qu'il va falloir encore faire des progrès au niveau de la sécurité des pilotes pour tenter d'éviter ce genre d'accident, mais je pense que le risque zéro n'arrivera jamais parce que les pilotes roulent à 150 et que forcément un choc à 150, tu peux mettre les meilleures protections du monde. Il y a un moment, le cerveau, lui, il se déplace au niveau de la tête et puis vous pouvez être comme dans le cas de Carles Falcon sur certains gros chocs, avoir des malaises cardiaques. C'est ce qui s'est passé pour le concurrent espagnol qui en fait est tombé. Le choc a été tellement important que ça a provoqué un arrêt cardiaque. Le problème, c'est que le cerveau a été privé d'oxygène pendant un certain temps et que les dommages provoqués par cet arrêt cardiaque au niveau du cerveau étaient trop importants pour permettre aux concurrents espagnols de survivre. Les concurrents du Dakar, même moi, quand je vous avais annoncé l'annonce de son accident lors de l'étape numéro 2, quand j'avais appris assez vite qu'il y avait un œdème cérébral, j'avais dit ça sent vraiment pas bon pour le concurrent espagnol parce que on sait très bien qu'un œdème cérébral, soit ça arrive à se résorber assez vite, mais souvent quand même ça a des conséquences importantes et souvent ça provoque la mort. Donc c'est pas en fait la mort n'est pas liée à un choc à la tête au moment dans son accident, mais encore une fois il y a eu un malaise cardiaque au moment de son choc. Le choc a été tellement violent que ça a provoqué un arrêt cardiaque et ensuite derrière même si il y a des concurrents qui sont intervenus assez vite, même si encore une fois du côté d'ASO au niveau de la sécurité vous avez énormément d'hélicoptères. On peut pas mettre un hélicoptère tous les kilomètres non plus sur un Dakar et tu rajoutes 3-4 minutes entre le moment où le premier concurrent s'arrête, le moment où on appelle. Tu rajoutes 2-3 minutes, le temps d'emmener un hélico, ça rajoute peut-être 5-6 minutes et ça fait très vite un quart d'heure. Et on sait très bien que sur un arrêt cardiaque, c'est les premières minutes qui sont les plus importantes. Donc voilà, Carles Falcon, nouveau concurrent mort sur le Dakar, nouveau motard mort sur le Dakar. Mais on le sait également, quand on participe à cette course-là, quand on décide de s'engager sur cette course-là, qu'il y a une part de risque. Mais forcément pour ses proches c'est toujours compliqué à accepter qu'il soit mort en faisant sa passion, en participant peut-être à son rêve. Et puis c'est compliqué également pour son coéquipier parce qu'il était dans un team, ils étaient deux dans cette équipe et son coéquipier qui avait été victime d'un accident lui il y a 3 ans, d'un accident grave, qui revenait sur le Dakar seulement cette année, voulait le faire à deux, et bien voilà, son copain est mort, donc ça doit être très compliqué pour lui. On passe à la catégorie Ultimate chez les autos. Victoire sur cette spéciale de Matthias Ekström. On a l'impression que chez Audi, j'ai du mal à comprendre la stratégie d'Audi. Normalement, les porteurs d'eau sont pas là pour gagner des spéciales. Ils sont là pour rester derrière leur leader. Là, Ekström et Peter Hansel ont voulu gagner la spéciale, mais ça veut dire que Carlos Sainz, il se retrouve derrière eux. Alors, à part si c'est pour faire la tresse, mais je suis pas sûr que ça soit l'idée du siècle. Très belle perf de Gerlin Chichrit, qui fait un très bon Dakar jusqu'à maintenant à 3h10 avec Alex Vinok, lui qui avait déjà fait 5e sur un Dakar, ça remonte, je crois que c'était 2013 à l'époque. Il fait pour le moment une belle perf, le français, qui maintenant a beaucoup d'expérience sur le Dakar, lui qui avait fait une petite pause, qui est revenu, qui a eu une année compliquée en 2023 avec son projet Rallycross avec la Delta, qui a cramé complètement, et ce qui fait que ça a été un projet, une année compliquée pour Gerlin, et là de le voir performant sur ce Dakar, ça fait du bien devant Carlos Sainz qui passe une belle journée aujourd'hui. Carlos Sainz parce qu'il reprend du temps sur Sébastien Loeb. On retrouve ensuite Seth Quintero, explication de texte avec Romain Dumas. Le jeune américain un peu impétueux
j'ai l'impression. Bah oui, chacun fait sa course. Romain Dumas, il fait sa course. Voilà, il le disait, en fait, il nous dépassait. Nous, on arrivait à couper un peu plus les traces que lui, donc on le redépassait. Ensuite, bah, nous, comme on faisait la trace, bah, lui pouvait couper un petit peu plus, donc il nous redépassait. Et ça s'est joué comme ça pendant une cinquantaine de kilomètres. On a dit, on va dire, Romain Dumas disait, c'est un petit peu de bonne guerre avec le Rebellion Racing. Et puis Guillaume de Mévius, 5e, devant Lucas Moraes, qui fait aussi un très bon Dakar et surtout pas une mauvaise étape. Ginial de Vidier, 9e. Et donc Sébastien Loeb qui finit 10e à 11 minutes et surtout qui perd 6 minutes sur Carlos Sainz sur cette journée au niveau du classement général. Donc c'est pas top. Mathieu Serradori, lui, 11e, et Martin Prokop, 14e, devant Lionel et Lucie Beau, également sur un Toyota Overdrive Racing. Donc c'est vraiment bien. Le premier débutant, le Sud-Africain Guy David Botterill, finit 18e. On a Olochik, 21e, avec un Dakar un petit peu compliqué pour le Polonais, juste devant Christian Lavieille sur son MD. Et puis Ronan Chabot, juste derrière, du côté de cette catégorie. On voit Laia Sens, 26e aujourd'hui sur cette spéciale. Et puis les frères Coronel, 33e, juste devant Simon Witt sur cette spéciale du jour qui fait mal quand même, avec un Pascal Thomas 51e par exemple de cette journée, ou un Nani Roma qui finit à 20h. Comme Nasser Al-Attiyah, ils ont abandonné. Et du côté de Nani Roma, l'objectif est quand même de repartir pour voir comment la voiture peut marcher. Et puis Gareth Woolridge, lui, il a fait des tonneaux avec son Ford M-Sport, le Sud-Africain. Premier Dakar compliqué parce que déjà en termes de rythme c'est pas foufou par rapport à Nani Roma, et que en plus il casse la voiture, donc c'est pas l'idéal. L'objectif encore une fois d'M-Sport est d'avoir des infos pour l'année prochaine et pour faire progresser son véhicule pour l'année prochaine. Au niveau du classement général dans cette catégorie Ultimate, c'est Carlos Sainz qui est en tête devant Sébastien Loeb, Lucas Moraes, Guillaume de Mévius, Ginial de Vidier, Gerlin Chichrit qui revient à 11 minutes du Sud-Africain, Martin Prokop, Serradori, lui est 8e devant Guy David Botterill et Vanagas, encore une fois sur un Toyota qui rentre dans le top 10, juste devant Denis Krotov. Dans cette catégorie, Christian Lavieille est 13e, juste devant Laia Sens, et l'écart entre les deux est assez réduit. Et il y a encore Stéphane Peterhansel qui n'est pas très loin et qui pourrait passer devant, comme Romain Dumas qui est à 4h17. C'est dommage les problèmes mécaniques qu'a eu Romain Dumas, parce que ça lui a fait perdre quand même beaucoup de temps. Si on regarde le classement vraiment toutes catégories confondues, le premier camion c'est Mitchell Van Den Brick qui finit 22e, et ça c'est assez impressionnant parce qu'il finit pas très loin du premier SSV par exemple, donc vraiment une énorme performance de la part de Mitchell Van Den Brick. Et des camions sur ce Dakar, ça roule fort du côté des camions. On regarde la catégorie, le classement général juste de la catégorie production, de la catégorie stock. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Il n'y en a plus beaucoup dans cette catégorie-là. C'est vrai que ils sont 3 encore au classement. Victoire d'Akira Miura et Mayol Barbet devant Ronald Basso et Ibrahim Al-Nouna qui prend la 3e place. C'est vrai que c'est une catégorie qui était majeure dans les années 2000 parce que encore une fois ça permet de vendre des 4x4, c'est le Land Cruiser que vous trouvez dans le commerce à peine modifié, sauf qu'aujourd'hui c'est plus forcément une catégorie attrayante. Déjà parce qu'il y a beaucoup moins de 4x4 en fait sur le marché, et en Europe par exemple plus personne achète des 4x4, on achète des crossovers mais plus des véritables 4x4 du côté de ce marché. On passe au Challenger. Donc comme vous l'avez vu, je vous ai un petit peu spoilé le résultat de cette étape numéro 8 avec la victoire de Saleh Al Saif qui fait un très bon Dakar, le Saoudien, avec son copilote qatari. Ça fait du bien de voir que deux pays qui ne s'entendent pas en ce moment énormément en termes de relationnel, l'Arabie Saoudite et le Qatar, peuvent quand même trouver des anicroches du côté du Challenger de la catégorie donc T3, devant la 2e place de Michael Guthrie à 3 minutes 22
22 avec Callan Walsh. Il a dit Callan a fait un énorme travail de navigation. On ne s'est pas perdu de la journée. Donc vraiment, il était très satisfait de sa course, le pilote américain sur son Taurus. Troisième, Cristina Gutiérrez. Qui elle aussi se sentait bien devant Chaleco Lopez, qui a un petit peu perdu de temps sur les deux concurrents de devant. Caviglia lui finit 5ème avec le Taurus, et Baciuszka 8 minutes de perdu aujourd'hui pour le pilote lituanien, et Austin Jones était le grand perdant de la journée. Il perd un quart d'heure. Il était pourtant en tête, Austin Jones, mais il a cassé un étrier de frein qui a ensuite endommagé sa roue. Il a fallu réparer, ça lui a fait perdre énormément de temps sur son canard, lui qui était en tête et qui allait faire une belle opération, hein. Vraiment, il était très très bien au niveau du classement général à ce moment-là. On passe au classement général de la catégorie avec Mitchell Guthrie en tête avec 34 minutes d'avance sur Cristina Gutiérrez, et Chaleco à 42 minutes. Baciuszkas est à 1h30 comme Austin Jones. Donc pour les deux, ça va commencer à être extrêmement compliqué d'aller chercher la gagne, surtout quand un CSV, on va moins se planter. Donc je dirais que Mitchell Guthrie a un petit matelas d'avance très intéressant pour la suite de la course. Et Saleh Al-Saif, lui, est 7ème à 3h35, mais pas très loin de Ricardo Porem, pour aller prendre peut-être la 6ème place. On regarde tout de suite la catégorie SSV avec la victoire des Portugais qui eux font aussi un très bon Dakar avec leur Can-Am. Joao Ferreira et Felipe Palmeiro, j'ai dit du premier coup, qui prennent la 3ème place juste devant Xavier Desoultré et Martin Bonnet. Donc le match reste toujours très important. On retrouve Gérard Faresguel à 7 minutes, lui qui a vraiment souffert dans l'anti-Carter et dans l'étape même avant l'étape marathon, hein. Il avait vraiment souffert sur ces deux spéciales là, sur la 5 et la 6. Toujours Sarah Price, toujours en embuscade. Sarah Price qui perd 5 minutes sur Xavier Desoultré aujourd'hui, mais qui reste toujours dans le coup devant Batista. Jérôme de Sadler qui prend la 6ème place. Rodrigo Varela, lui, est 7ème. Ça a été plus compliqué pour Florian Vessade, 9ème, qui finit à 23 minutes, mais surtout pour Yazir Zedan, qui perd 28 minutes, problème technique sur son buggy. Ça a été une mauvaise journée pour MMP, avec également l'abandon de Claude Fournier. Donc ça a été une très mauvaise journée pour la marque, pour l'équipe qui a perdu pas mal de temps. Et puis même Jérôme de Sadler perd 10 minutes dans l'affaire. Au classement général, Xavier Desoultré à 7,41 sur Ferreira. Donc c'est très serré, 12,32 sur Sarah Price, et ensuite de Sadler et Yazir Zedan sont à 30 minutes. Donc eux, c'est vraiment la mauvaise opération du jour pour ces deux concurrents-là. Et Faresguel, lui, remonte à la 8e place du général. Du côté du classement des camions, victoire, donc on le disait, de Michel Vandenbroucke, très belle spéciale pour Vandenbroucke devant Martin Maschik. Martin Maschik avait perdu beaucoup de temps en début de spéciale. Il n'était pas à l'aise, sur cette première partie de spéciale. Et puis le terrain était très cassant, il avait du mal, il l'a dit, à trouver le bon rythme. Et puis ensuite, ça a été beaucoup mieux pour Martin Maschik sur la deuxième partie de la spéciale pour le Tchèque, qui reprend 12 minutes sur Alex Lopez, qui a un peu des soucis en termes de puissance, c'est-à-dire que comme souvent son Tatra est moins puissant que le véhicule de ses adversaires, et ce qui fait que là sur des spéciales roulantes, c'est un petit peu compliqué pour lui pour aller chercher la vitesse. Van Kasteren, ça va un petit peu mieux, mais il perd quand même 14 minutes 30 sur un terrain qui lui convenait très bien en début de course. Des soucis de turbo pour Van Kasteren dans ce Dakar. Et puis Vic Versteinen perd 20 minutes, juste devant Gert Hunzik. Pascal Debar fait pas la bonne opération du jour avec son Tatra. Seulement 7ème, c'est un Tatra Evo 3 qui a tendance à surchauffer pour le moment, parce qu'en fait il y a pas mal de sable qui s'infiltre dans les aérations. Il a un look assez atypique, ce Tatra, c'est-à-dire qu'il y a des aérations très basses au niveau du sol, et ces aérations là ont tendance à choper pas mal de sable, et ce qui fait que ça fait chauffer le camion devant Mitchell Beck, Ben de Groot, et la 10ème place de Teruhito Sugawara avec le Hino, toujours performant, toujours toutes ses dents. Sugawara, je ne sais même plus quel âge il a, Sugawara. Puis je vais
pas avoir son âge. Il a commencé en 99, Sugawara. Donc vraiment impressionnant. Deuxième en 2001. Enfin, voilà, c'est quand même un mec qui est vraiment dingue. De Dakar, ça fait depuis 20 ans qu'il est présent dans cette catégorie. Donc c'est vraiment une légende avec le Hino aujourd'hui de la course camion. Au classement général, pardon, pour le moment, Martin Maschik, maintenant il a 1h50 d'avance sur Vandenbroucke, qui passe devant Aleix Lopez, et puis Van Kasteren est à 4h, donc à part gros problème technique, on voit difficilement qui est en mesure d'aller chercher Martin Maschik, même dans les 4 derniers jours de course. Du côté du Dakar Future Mission 1000, c'est toujours le KH7 Eco Energy qui est en tête devant le team Les Tigres du Désert qui est juste derrière. Et donc pour les Français, c'est toujours un petit peu la soupe à la grimace pour Willy Jobard. Sylvain Epinas est en train de rattraper son retard avec la Tatsita. Par contre, pour Oscar Poli, c'est quand même très compliqué. Seulement 17% sur les 700 km, 800 km de parcouru pour Oscar Poli. Donc, c'est pas énorme. Et puis, du côté du classement, dans la catégorie classique, eh bien, nouveau changement de leader avec une mauvaise journée pour Carlos Santo Olalamila qui se retrouve désormais 3e derrière Lorenzo Traglio et Andrés Klimic qui prend la tête avec 153 points d'avance et donc 179 sur l'ancien leader de ce classement, Carlos Santa. Oh là là, on retrouve ensuite Bedecci qui n'est pas très loin, donc c'est vraiment un très grand match. Et puis surtout, on voit que c'était une étape difficile en navigation parce qu'il y a eu pas mal de pénalités de points. Dick Van Rompuy finit 5e et surtout, là encore, la belle journée de Maxence Gublin qui n'est qu'à 1128 points de Klimic, c'est-à-dire qu'il a encore repris un petit peu de son retard. Est-ce que ça va être suffisant pour entrer dans le top 5 ? Si devant on continue à faire des journées avec 200-300 points de pénalité, ça peut être très intéressant dans ce classement. Donc il va y avoir un match très intéressant du côté du Dakar Classique. Et rien n'est fait encore pour la victoire, même si Klimic reprend 153 points d'avance. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires. Je m'excuse encore pour le petit retard. Et puis nous, on se retrouve un peu plus tard dans l'après-midi pour faire le débrief de l'étape 9. Allez, ciao, ciao!